cadavres difformes dans les villages anéantis. Assiste à la mort de ses compagnons à l'occasion de patrouilles ou d'incursions ennemies. Si l'on se réveille au bout du 4e jour, on peut obtenir 2 jours de relève. Les plus beaux espoirs. Le lieutenant a refusé de prendre sa permission pour être des nôtres. Cette fois, ce sera la dernière offensive. 4 d'infanterie coloniale et 4 divisions de cavalerie. L'armée française va enfin pouvoir accomplir l'objectif qu'elle s'efforce d'atteindre depuis qu'elle a dû s'enterrer dans les tranchées qui en sont revenus vivants. Cette inutile tragédie portera à tout jamais un nom charmant. La bataille du chemin des dames. Et ce nom passait à la postérité, Chemin des Dames, référence aux filles du roi Louis XV qu'il empruntait autrefois. Les lilas sont fleuris dans le jardin de mon père. Les lilas sont fleuris, tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Lui que nos appels, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, doit vivre pour elle. Un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. Un Français doit vivre pour elle. Un Français doit mourir. Lui que nos appels, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle. Un Français doit vivre pour elle. Un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. Un Français doit vivre pour elle. Un Français doit mourir. Pour permettre à nos jeunes élèves, disons, de pouvoir équilibrer dans les temps donc impartis. Voilà, donc merci aussi aux membres des Souvenirs français, du comité des cueillets, de bien vouloir faire monter, faire avancer les gens, ne les laissez pas au fond. Voilà.
Monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire d'Écueillé, monsieur le maire d'Écueillé s'excuse, il est actuellement en train de célébrer un mariage, mais il doit nous rejoindre aussitôt après. Mesdames et messieurs les maires de la communauté de communes d'Écueillé, Valençay, et des communes environnantes, monsieur le délégué général adjoint du Souvenir français, mon colonel, monsieur le délégué militaire départemental, non colonel Drapeau, excusez-moi, monsieur le colonel Jean-Jacques Pérandier, mesdames et messieurs les présidents et les membres adhérents des différents comités du département, mesdames et messieurs les présidents des différentes associations patriotiques, d'anciens combattants 1914-1918. Je rappelle à l'occasion que les porte-drapeaux des associations patriotiques du canton, d'Écueillé et ce canton, doivent rejoindre les panneaux sur lesquels sont inscrits le nom de chaque commune. Ici, cette place étant réservée pour les drapeaux, les porte-drapeaux du Souvenir français et des autres associations différentes de celles du canton d'Écueillé. Donc, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, messieurs les représentants de la paroisse d'Écueillé, de l'Alliance et du sanctuaire de Pelvoisin, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, monsieur le chef des sapeurs-pompiers du centre de secours d'Écueillé et ses collègues des communes de Pelvoisin, GE, madame la principale du collège Calmette et Guérin, et monsieur le professeur d'histoire, madame, monsieur le directeur de l'école Rabelais, mesdames, messieurs, les membres du comité du Souvenir français des 9 communes du canton d'Écueillé vous remercient de votre présence aujourd'hui dans cette salle. Merci à monsieur le maire et à la municipalité d'avoir mis cette salle des fêtes à notre disposition. Je dois vous faire part des excuses de plusieurs personnes. Monsieur Patrick Dreher, directeur départemental de l'ONAC, j'en profite pour le remercier de nous avoir prêté les 20 panneaux d'exposition concernant la guerre 1914-18 depuis son origine jusqu'à l'armistice. Des excuses également de monsieur Alain Bouillon, maire de Gé, de monsieur Jacques Gauthier, notre délégué général du Souvenir français, qui est fortement mobilisé aussi dans cette oncie. J'excuse madame Lydie Crouzet, maire de Jemaloche, madame Chantal Godard, maire de Celles-sur-Nahon, madame Sylvie Guérin, maire de... Permettez-moi de remercier également les agents des services techniques de la commune et les employés du secrétariat de la mairie qui nous ont apporté leur concours. Merci à tous les membres du comité du Souvenir français, comité cantonal d'Écueillé, qui ont participé à la préparation de cette manifestation, et également remercier tous ceux qui, cette année, ont fait des travaux de rénovation des tombes dans les différents cimetières du canton. Lors de la dernière Assemblée générale, en mai dernier, qui s'est tenue à Jemaloche, les membres du comité du Souvenir français avaient convenu d'essayer d'organiser une célébration commune à l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, en hommage aux 343 soldats originaires des 9 communes du canton d'Écueillé morts au combat. La date du vendredi 9 novembre 2018 a été retenue et nous sommes donc aujourd'hui rassemblés dans cette salle pour rendre hommage à ces courageux soldats tombés sur les champs de bataille pendant la Grande Guerre mondiale. Votre présence à toutes et à tous, ici, entourée de drapeaux, de panneaux d'exposition, retraçant l'histoire de cette terrible guerre et de ses conséquences, votre présence nous honore. Mais elle honore surtout ces hommes dont les noms sont inscrits
sur les monuments aux morts dans chacun de nos villages. Il existe, il est vrai, un monument dans chaque commune. Aujourd'hui, peut-être ne sommes-nous pas très nombreux à les lire, les noms inscrits sur ces plaques, mais nous avons exposé tous les monuments morts, les photos de tous les monuments morts de nos 9 communes, et vous pourrez, si vous le souhaitez, relire donc les noms. Peut-être y trouverez-vous des synonymes, des homonymes, donc, et qui vous rappelleront peut-être, voilà, quelqu'un de votre famille. Plusieurs membres de famille de nos soldats ont bien voulu prêter certains objets, des photos ou des documents ayant appartenu à ces soldats. Ceci nous permet d'étoffer l'exposition qui vous est présentée. Et donc tous les membres du comité d'accueil vous en remercient chaleureusement. Un grand merci enfin aux élèves du collège d'Écueillé et à leurs professeurs d'histoire qui ont bien voulu se joindre à nous aujourd'hui. Merci également Madame la Principale qui est excusée, qui a une réunion à Buzoncet. Merci Madame la Principale donc, pour avoir permis que ces jeunes adolescents participent à l'exposition. Guidés par leur professeur d'histoire, je le cite, M. Marville, ils participeront dans un instant à des témoignages, des lectures. Vous pourrez également voir le travail qu'ils ont fait. Travail de recherche et de présentation. Vous pouvez les admirer au fond de cette salle. J'ajoute qu'en plus du collège, les enfants du collège d'Écueillé de l'école Rabelais, j'ai plaisir à évoquer le nom d'un petit-fils, donc d'une personne de Pévoisin, qui n'est pas à l'école, dans notre secteur, mais qui a, lui, composé, j'allais dire, un tableau que peut-être vous pourrez voir derrière le panneau qui concerne la commune de Pévoisin. Pour votre implication, par votre implication, et par votre présence à tous, vous nous permettez, les jeunes élèves, mesdames et messieurs les professeurs, d'espérer que la transmission du devoir de mémoire envers les jeunes générations est encore possible et qu'elle devienne réalité. Merci beaucoup. Vous méritez nos encouragements, nos applaudissements. Je demande aux adultes d'applaudir ces jeunes élèves. On terminerait tout de suite en passant la parole donc à monsieur le professeur d'histoire qui va vous présenter donc la suite pour l'intervention des enfants. Monsieur Marville. Bonjour à tous. Monsieur Viro nous a gentiment proposé de participer à cette commémoration. Il nous a proposé de la débuter, ce qui est un petit peu émouvant, d'autant plus que les jeunes élèves, enfin nos élèves n'ont pas l'habitude de parler devant un tel public, donc il y a un petit peu d'émotion. En ce qui concerne ce thème de la Première Guerre mondiale, il est évident que c'est un thème qui est abordé chaque année au collège, de manière importante, c'est un moment important de leur année. C'est abordé à niveau au lycée ensuite, bien sûr, c'est même déjà abordé au primaire. C'est normal, ça fait partie du devoir de mémoire, et comme je leur dis chaque année, il est important d'essayer de vous rendre aux commémorations, notamment le 11 novembre, parce que c'est important que la jeunesse soit représentée. C'est important pour les personnes et pour les anciens de voir que cette transmission se fait. Voilà. Alors,
Je voudrais remercier en particulier ma collègue d'anglais, Madame Denisot, qui ne peut pas être présente cet après-midi parce qu'elle travaille à Châtillon-sur-Rhin, parce qu'elle a mené un travail en sélection anglais euro avec un groupe d'élèves. Je remercie aussi notre principale adjointe, Madame Lardy, cette année, qui ne peut pas être présente, effectivement, comme l'a dit Monsieur Pirot, qui a prêté notamment des objets familiaux. En ce qui concerne le travail, donc, les élèves vont vous expliquer en quoi consistent les différentes choses qui sont présentées. Sinon, je vais leur passer le micro et puis ils vont vous expliquer ce qu'ils ont fait et en quoi ça consiste. Bonjour, nous participons à cette exposition en présentant plusieurs projets qui ont été menés par les élèves de 3e du collège Clément-Guérin, le thème de la Première Guerre mondiale. Cette année, une partie de la classe a travaillé en cours d'anglais sur des fiches anglo-saxonnes de l'époque, une vingtaine d'affiches anglaises, américaines, canadiennes, australiennes, que vous pouvez voir puisqu'elles ont été agrandies et plastifiées. Des commentaires en anglais et en français les accompagnent. C'était pour nous l'occasion de connaître cet aspect de la guerre du côté anglo-saxon, allié de la France, tout en travaillant notre anglais. Et ces affiches sont souvent très belles. Toutes ces affiches avaient une grande importance car il fallait d'abord mobiliser les volontaires pour combattre puisque dans ces pays, l'armée a été constituée essentiellement de volontaires pendant une bonne partie de la guerre, avant d'instaurer la conscription comme en France face au manque d'effectifs pour combattre. Ces affiches servaient aussi à mobiliser et influencer l'opinion publique pour laquelle soutient l'effort de guerre, notamment financièrement ou par le rôle des femmes à l'arrière. C'est ce qu'on appelle une guerre totale. La propagande et la psychologie étaient très importantes aux côtés des efforts militaires. Au début du mois de septembre, l'ensemble de la classe s'est déplacé au monument aux morts d'écueillés pour l'étudier et relever le nom des soldats, ce qui a permis de faire des recherches sur eux. Vous pourrez ainsi voir les fiches militaires de décès de quelques soldats originaires d'Écueillé, mais aussi de Pelvoisin, puisqu'un travail avait été fait il y a quelques années par les collégiens sur les deux communes. Par exemple, sont présentées les fiches des soldats les plus âgés et les plus jeunes des deux communes, avec notamment un soldat originaire de Pelvoisin, né en août 1900 et décédé à tout juste 18 ans en septembre 1918. Les plus jeunes ont été particulièrement touchés. 36% de ceux qui avaient entre 19 et 22 ans sont morts au combat. Nous avons aussi sélectionné quelques cas particuliers mais représentatifs de certains aspects de la guerre, notamment un soldat disparu, ce qui fut le cas d'environ 300 000 Français, un autre mort à l'hôpital de ses blessures. On peut rappeler que sur les 8 millions de soldats français mobilisés, environ 1,5 million sont morts et 3,5 millions environ ont été blessés. Des tableaux qui récapitulent les renseignements trouvés sur les 67 soldats d'Écueillé et les 59 de Pelvoisin sont aussi présentés, avec un commentaire pour les accompagner. Ce commentaire, qui avait déjà été diffusé il y a quelques années dans les bulletins municipaux de 2 communes, permet d'obtenir des renseignements. Les aspects et le style des monuments aux morts eux-mêmes sur les règles d'attribution de la mention « Mort pour la France » et leur évolution. Sur les noms des soldats indiqués par ordre alphabétique à Écueillé ou de manière aléatoire à Pelvoisin, certains noms de famille apparaissent à de nombreuses reprises, notamment à Pelvoisin, puisqu'un même nom de famille apparaît 9 fois sur le monument et un autre 5 fois, ce qui montre que des familles ont été particulièrement touchées par le conflit. Sur le régiment d'affection des soldats, il s'agit presque toujours de régiments d'infanterie les plus meurtriers, 22% de décès en moyenne. Sur les lieux de bataille des régiments, le 68e
Il a combattu dans la Marne, en Belgique, en Champagne, à Verdun, sur le chemin des Dames, en Picardie, donc sur la plupart de ces secteurs importants de cette guerre meurtrière. Sur les dates et lieux de naissance des soldats, ils étaient âgés de 18 à 45 ans à Écueillé et Pelvoisin, et très majoritairement nés dans ces communes. Sur la date, l'âge et le lieu du décès de chaque soldat, on peut remarquer que beaucoup de soldats meurent durant les 4 premiers mois du conflit, en 1914, 21 originaires d'Écueillé et 12 de Pelvoisin, au moment des grandes contre-offensives pour repousser les Allemands. Quelques soldats des deux communes sont morts dans toutes les dernières semaines du conflit et même quelques-uns après l'armistice, à l'hôpital des suites de leurs blessures. Il y a même un soldat de Pelvoisin qui est mort en Serbie, où son régiment avait été envoyé à partir de décembre 1916. Sur les causes du décès, avec la plupart du temps, la mention tué à l'ennemi assez générale et peu précise. Il y a aussi des cas particuliers qui sont signalés et quelques soldats disparus au combat, dont les corps ont pu être retrouvés et identifiés, 4 à Écueillé et 2 à Pelvoisin. Enfin, vous trouverez aussi 2 panneaux correspondant à un travail réalisé il y a 2 ans par les élèves de 3e du collège sur l'Europe durant la Première Guerre mondiale dans le cadre du premier projet Erasmus qui les avait menés jusqu'à Verdun et Strasbourg. Nous espérons que vous apprécierez ces différentes contributions. Merci de nous avoir accordé votre attention. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Tous ces travaux ont été très instructifs pour les élèves. Ça leur permet de prendre conscience des énormes efforts qui ont été fournis par les générations précédentes. Je pense que ça laissera des traces chez eux. Moi-même, quand j'avais leur âge, évidemment, je n'avais pas vraiment confiance de l'importance de cette transmission vis-à-vis des jeunes. Mais là, maintenant, je pense qu'ils vont réaliser à quel point leurs arrière-grands-parents, enfin leurs arrière-arrière-grands-parents ont dû se sacrifier pour leur patrie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vous le disais au tout début, ces jeunes nous font que nous avons bon espoir justement que le souvenir français au travers d'eux puisse continuer à pérenniser ce devoir de mémoire. Nous passons maintenant à quelques témoignages seulement de la part d'adultes et je vais appeler dans un premier temps monsieur le maire de Préau, monsieur Guy Lévesque, qui va nous donner un témoignage concernant l'un des citoyens de Préau. Merci. Bon, je vais vous lire un texte écrit par un journaliste lors du 100e anniversaire de la déclaration de guerre, c'est-à-dire en 2014. Blessés à mort à cause d'un drapeau blanc. Les instituteurs ont payé un lourd tribut en 1914-1918. Ancien de l'école normale de Châteauroux, Marcel Theroux est mort en septembre 1914. On les appelait les hussards noirs de la République. Pendant cette guerre 1914-1918, dont nous commémorons le centenaire de l'armistice, les instituteurs ont grandement mérité ce surnom. Hommes instruits, ils ont constitué l'ossature du corps des sous-officiers et lancés à la tête de leur section au moment de l'assaut, ils ont souvent été les premiers fauchés par la balle allemande. Marcel Theroux fait partie de ces combattants martyrs auxquels
nous consacrons des rendez-vous réguliers tout au long de l'année. Marcel Taureau est né à Paréo le 13 août 1891. Son père était sabotier et rappelle son arrière-petit-neveu. Ce grand amoureux de sport intègre l'école normale de Châteauroux et devenait instituteur, suivant ainsi la voie tracée par sa sœur Emma. En 1911, il effectue son service militaire au 90e régiment d'infanterie basé à Châteauroux. La guerre débute le 4 août 1914. Le sous-lieutenant Taureau part immédiatement au front. Chaque jour, il noircit un petit carnet. Pour lui, le conflit sera de courte durée. Sa fin tragique est racontée par un de ses confrères. C'est le confrère qui parle maintenant. Nous étions 5 instituteurs de ma promotion au 68e et au 90e. Déjà, Juin et Gerbeau étaient tombés le 30 août. Alonso est blessé aux mains de l'ennemi et Taureau est mort. Il faut que je vous raconte dans quelles circonstances tragiques mon pauvre ami a été assassiné. Il avait réussi, avec sa section, à couper la retraite à une dizaine d'Allemands. Ceux-ci, placés dans des tranchées et se voyant perdus, arborent un fanion blanc. Mon camarade s'avance joyeux, mais soudain, au moment de saisir l'épée de l'officier prussien, celui-ci l'abat de 2 coups de revolver. Nous sommes le 10 septembre 1914 à Morin-le-Petit, aujourd'hui appelé Val-de-Varet, en pleine bataille de la Marne. L'officier allemand est aussitôt transpercé par les baïonnettes françaises. Mais pour la famille Taureau, éplorée, le mal est fait et le traumatisme est terrible. Emma, sa petite sœur, chérie, ne se remettra jamais de la disparition de ce jeune frère aimant et attentif et attentionné. Je vous reviens, avait-il dit, je vous reviendrai et la joie du retour sera d'autant plus grande que la séparation avait été cruelle, écrit-il quelques semaines avant de mourir. Les retrouvailles n'auront jamais lieu. Jusqu'à son dernier souffle, Emma conservera la tenue d'apparat de Marcel Taureau comme une relique. Maintenant, Madame Danielle Pinguet, s'il vous plaît. J'appelle Madame Danielle Pinguet. Elle va venir me rejoindre sur scène. Danielle Pinguet, bien connue à Écueillé, native d'Écueillé. Vous évoquez simplement, disons, le nom, l'identité et le rôle que ces 2 grands-pères ont eu pendant cette guerre. Daniel. Voilà, je m'appelle Danielle Pinguet, née Marseille. J'ai donc mes 2 grands-parents, Armand Marseille et Augustin Maire, qui sont décédés en Belgique dans les tranchées, et un oncle également qui est décédé là-bas. Ils ont tous été tués tous les 3 au cours de la bataille d'Ypres en Belgique. Alors mon grand-père maternel, Humbert Auguste, il est né à Écueillé le 10 février 1883. Il avait une épouse, il était père de 3 filles, et la dernière des filles est donc ma mère. Il est décédé à Vannemolaine en Belgique le 28 octobre 1914, à la suite des blessures de guerre, à l'âge de 31 ans. Ses restes ont été déposés dans l'ossuaire du Mont Kemmel, en Belgique, où reposent 5294 soldats français, dont 57 seulement ont pu être identifiés. Il était soldat au 68e régiment d'infanterie. Mon grand-père paternel, Armand Marseille, né le 21 mars 1889 à Nohant-les-Fontaines,
Il était marié et il avait 2 garçons, Marcel et Albert. Albert qui était mon père. Décédé à Zollebeck en Belgique le 30 décembre 1914. Il a été tué à l'ennemi suite à une blessure par balle à la tête. Il avait 25 ans. Il est inhumé au cimetière de Roulers. C'est un cimetière civil où il y a un carré militaire. Alors c'est en Belgique et sa tombe porte le numéro 185. Il était caporal dans la 8e compagnie du 90e régiment d'infanterie. Et il avait donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un frère, lui aussi, tué à l'ennemi en Belgique, tout près de lui. Merci Daniel. Je précise que Daniel est la secrétaire donc, du comité cantonal du souvenir français d'Écueillé et qu'elle fait un gros travail depuis longtemps à mes côtés. Merci Daniel, on peut l'applaudir ainsi de facilité. Un dernier témoignage. J'appelle pourtant André Benoît, mon cousin était Benoît. Merci d'être là. André et mon cousin Germain. Nous sommes les 2 petits-fils de Marcel Benoît, mort à 29 ans au chemin des Dames. Bien entendu, nous n'avons que peu de souvenirs réels, puisque notre grand-mère nous en racontait peu. Il faut savoir que notre grand-père a été blessé, dans un premier temps, à la bataille de la Somme, en 1916, et qu'il a ensuite combattu au chemin des Dames, le 3 juin, alors qu'il avait une permission dans sa poche pour partir le lendemain, rejoindre notre grand-mère, son épouse, qui devait accoucher de son 2e enfant. Il était caporal, chef de groupe. Il est sorti de la tranchée pour un assaut. Il s'est fait tuer, déchiqueté par des mitrailleuses. C'était le 3 juin. Il n'a pas pu être soigné, ni secouru. Il est mort le 5 juin, 2 jours après, dans un hôpital de campagne. Et le 7 juin, notre grand-mère, qui a mis au monde son 2e enfant, le papa d'André, a appris le décès de son mari. Il fait partie de ces veuves qui ont continué à vivre toujours en noir, dans la pauvreté, elle-même vivant sur une petite locature de 4 hectares à Cloué pour élever ses 2 enfants, donc ma mère et le père de Dédé, venant faire des ménages, des lessives, au lavoir de la Tourmente et Cueillet. Voilà. Elle n'est pas la seule. On nous a parlé tout à l'heure de toutes les victimes. Nous pensons aussi aux veuves et aux orphelins que furent nos parents, et sans doute certains parents d'entre vous. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918, signé dans la forêt de Compiègne. Le moment est venu, aujourd'hui, pour nous, et pour vous surtout,
d'écouter l'évocation en parole et en chant, évocation spécifiquement préparée pour cette célébration du 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre. Cette évocation va vous être présentée par la chorale des anciens combattants d'Algérie du secteur Nord-Indre, accompagnés de leurs conjoints et d'amis. Nous regrettons malheureusement l'absence de plusieurs de nos membres qui sont retenus pour maladie. Un grand merci donc à vous, mes amis. En la circonstance, ce groupe de chanteurs amateurs n'a pas du tout l'intention de faire ici un spectacle, ni un concert. Leur souhait est de partager avec vous, et je dis bien avec vous, un moment pendant lequel les paroles et les chants guideront vos pensées, nos pensées, vers les 343 soldats originaires du canton d'Écueillé, tués au combat durant les 4 années de la Première Guerre mondiale. Nous y associerons, bien sûr, les millions de soldats qui sont tombés sur les champs de bataille et qui méritent que nous leur rendions également hommage. Une petite consigne. Merci de ne pas applaudir entre les différents chants. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez le faire après le chant final que nous interprétons, j'espère ensemble, la Marseillaise. Pour le premier chant, je vais vous demander, et aux personnes qui le peuvent, bien entendu, de bien vouloir vous lever, de même que les porte-drapeaux. Je vais demander aux maires de se revêtir de leur écharpe. Pour les porte-drapeaux, je vais commander drapeau au volerie. Successivement, l'introduction des chants va être faite par l'un des membres de ce groupe de chants de la chorale des anciens AFN du secteur lorrain qui s'intitule « Au fil des notes ». Le 1er août 1914, à 16 heures, l'ordre de mobilisation est décrété en France. Le tocsin sonne aux cloches des églises pour alerter la population. Tous les Français sont soumis aux obligations de la circonscription universelle masculine. Ils doivent quitter leur foyer et revêtir l'uniforme. Ils ont entre 30 et 40 ans. Certains d'entre eux avaient déjà fait 3 ans de service militaire. Ils quittent leur travail, leurs parents, leurs épouses, leurs enfants, convaincus que la guerre sera vite terminée et espèrent être de retour à Noël. La plupart des hommes du département de l'Indre, mobilisés, rejoignent le 90e régiment d'infanterie à Châteauroux,
ou le 68e régiment d'infanterie au blanc. L'effectif du 90e régiment d'infanterie de Châteauroux était de 3300 hommes. Seulement 600 sont revenus en 1919. Ils étaient partis avec un esprit de vrais patriotes, la fleur au fusil, diront certains, voulant à tout prix défendre la patrie. De leur côté, les femmes, les mères, les épouses resteront au pays. Elles élèveront leurs enfants seules. Elles feront preuve d'un immense courage en continuant de travailler dans les champs, dans les ateliers et les usines, malgré l'appréhension de ne plus voir revenir un jour son enfant, son mari. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté dit de nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. En les ennemis de la France, ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, qui vont descendre au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons guérir, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. De nos yeux maternels, ne plaignez pas les larmes, loin de nous, de lâches douleurs. Nous devons triompher quand vous prenez les armes. Des pleurs. Nous vous avons donné à la ville, derrière plus à vous. Tous vos jours sont à la patrie, elle est votre mère à nous. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Merci, vous pouvez vous asseoir. À l'époque, de nombreux Français vivant dans les colonies françaises, ainsi que des Africains de souche, sont également mobilisés dans les rangs de différents régiments. Les tirailleurs algériens, les tirailleurs marocains, les tirailleurs sénégalais. Ils venaient tous pour défendre la mère patrie. Ils ont été nombreux à payer de leur vie leur engagement dans les combats aux côtés des troupes métropolitaines sous le même drapeau. Ne les oublions pas. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique a retenti ce cri vainqueur. En avant
nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battre des tambours à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains, pour le salut de notre empire. Nous combattons tous les vautours, la faim et la mort nous font sourire, quand nous luttons pour nos amours. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par l'engourbi foyer. Et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battre des tambours à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Entre les périodes de présence sur le front en première ligne, les soldats redescendaient vers l'arrière pour y passer un temps de repos avant de repartir de nouveau dans les tranchées. Ils en profitaient pour faire leur toilette, laver leurs habits, écrire, fabriquer différents objets en guise de souvenirs. Parfois, ils s'accordaient un moment de détente, peu fréquent, il faut le dire. Ils chantaient même pour dissiper la tristesse de la séparation d'avec leur famille. Certains ont composé des chansons, dont l'une d'entre elles était bien connue et souvent reprise. Plusieurs d'entre vous la connaissent et sont invités à reprendre avec nous le refrain. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de bière, autour loup, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et jolie,
pays alliés sont venus combattre en France pendant la Grande Guerre mondiale. Pour soulager le front de l'Est et Verdun en particulier, l'état-major de l'armée française décide de faire une percée dans les lignes de l'armée allemande en l'attaquant dans la Somme. Ce fut la plus terrible des batailles. Elle dura du 1er juillet au 18 novembre 1916. 4 mois et demi. Les soldats anglais venus en soutien aux Français en particulier ont payé un lourd tribut. 400 000 soldats anglais furent tués ou blessés, ainsi que 200 000 soldats français, dont 14 du canton d'Écueillé. En hommage à ces soldats anglais, à ceux venus d'Australie et des Indes, qui ont versé leur sang sur leur sol français, nous chantons l'hymne national anglais, God Save the Queen. Drapeau au Bourdillier. Merci. God save our gracious Queen, long live our gallant Queen. God save the Queen. Stand there victorious, happy and glorious, long to and over. God save the Queen. Dans les tranchées, des deux côtés, des hommes vivaient dans des conditions atroces, dans la boue et le froid, assourdis par le déluge des éclatements d'obus, déversant sur eux des tonnes de terre. Noël 1914 aurait dû être l'occasion de se retrouver au milieu de leur famille française ou allemande pour fêter Noël, dans la joie et dans la paix, rassemblés devant la cheminée, aller peut-être à la messe de minuit. Mais voilà, la guerre est toujours faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui ne souhaitent pas se massacrer. La guerre est toujours décidée par des gens qui se connaissent et qui ne se massacrent pas entre eux. Je cite Paul Valéry. Dans cette nuit de Noël, depuis une tranchée, soudain, le son d'une cornemuse jouant un air bien connu s'envole. Il est repris en murmure commun par les soldats depuis leur tranchée. Un drapeau blanc est glissé d'une tranchée comme une invitation à la trêve, à la paix, une paix ardemment souhaitée au fond des cœurs de ces hommes de bonne volonté qui n'avaient pas envie de se tuer. Imaginons ensemble ce moment où des hommes sont épris d'un sentiment d'humanité, d'un désir de paix qui les pousse au respect et à l'union malgré leurs différences de nationalité.
Le 21 février 1916, les Allemands lancent une offensive sur la région fortifiée de Verdun, avec l'objectif d'épuiser les forces françaises. Les soldats français, sous le commandement du général Pétain, résistent vaillamment aux attaques ennemies. Les combats sont violents, au corps à corps et à la baïonnette, sous un déluge de feu et de gaz toxiques. Un des soldats disait à l'époque: « Je crois que l'enfer ne peut pas être pire que ça. Le tonnerre affreux de la mitraille, des chevaux qui se sauvent au galop. Non, je me demande comment on ne devient pas fou. » Nous avons pleuré. Pleuré de voir passer ceux qui s'en vont pour combattre, quand nous n'en pouvons plus, et que nous savons ce qui les attend. Ces assauts au milieu de hurlements féroces, ce rang, oui, ce rang de l'effort qu'on fait en poussant la baïonnette. Verdun, une bataille qui a duré 8 mois, du 21 février 1916 au 18 novembre 1916, faisant 163 000 morts ou disparus côté français, dont 35 soldats du canton des Cueillés. 143 000 morts côté allemand, 400 000 tués ou disparus dans les deux camps. Dans une tranchée près du fort de Tourmont, plusieurs soldats mourirent ensevelis, certains debout, leurs baïonnettes sortant de terre, indiquant leur présence. En hommage à tous ces hommes qui ont vécu l'enfer des tranchées, dans la boue, le froid, la peur, pressentant le danger de mort s'ils devaient sortir lors d'un assaut vers l'ennemi. Voici le chant, la tranchée des baïonnettes. La tranchée s'envole, un silence au bout de la mort, une vie qui passe encore, les yeux couverts de peur. Rêver au pays, faute de penser à la patrie, fuir la guerre
L'armistice a été signé le 11 novembre 1918 dans la forêt de Compiègne. Le message du maréchal Foch a été diffusé le matin même à 5h15 du matin. Il stipule que les hostilités sont arrêtées sur le front à partir du 11 novembre à 11h. À 10h45, les obus tombent encore. À 10h47, les mitrailleuses tirent encore. Or, l'heure fatidique arrive. Il faut trouver un soldat possédant un clairon et sachant en jouer. Le soldat Octave de la Luc, c'est l'homme providentiel. Aujourd'hui, cette sonnerie du cessez-le-feu est jouée par Jackie, le petit-fils de deux anciens combattants de la Grande Guerre. Terrible bilan. Sur les 60 millions d'hommes de plusieurs nationalités engagés au cours des 4 années de guerre, 20 millions sont morts. Pour la France, on compte 1 380 000 morts, 3 220 000 blessés, 800 000 hommes réformés pour blessures graves, qu'on appelait les gueules cassées. 506 000 soldats furent prisonniers. 700 000 femmes furent veuves. 600 000 enfants devinrent orphelins. Nous n'avons pas le droit de les oublier, car ils ont encore des droits sur nous, comme disait Clémenceau. Vous asseoir. L'une des missions principales du souvenir français est de transmettre aux jeunes générations le devoir de mémoire. Oui, il est de notre devoir de continuer à honorer la mémoire de tous ces hommes qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Nombreux sont ceux qui, en effet, ont donné 7 habitants de leur jeunesse. Nombreux sont ceux qui se sont sacrifiés. 343 hommes des 9 communes du canton des Cueillis ont donné leur vie. Nous, adultes, nous ne voulons pas que nos enfants et petits-enfants subissent les mêmes drames. Aussi, nous devons rester vigilants, car une nation qui oublie son histoire risque de la revivre un jour. Pour que notre France reste une terre de liberté, ne faut-il pas rompre avec cette utopie qui veut que jamais on ne se retourne vers le passé? Pourtant, ce passé, seul à même de nous apprendre quelque chose de nous-mêmes et de l'autre. Les plus jeunes comme les plus âgés, les dirigeants de la France comme ceux des autres pays doivent rester vigilants pour éviter qu'une nouvelle guerre mondiale ne surgisse. Veillons-y. Ici, soyons, nous aussi, tous ensemble, des sentinelles de la paix.
Voilà, nous avons terminé cette évocation par la musique, par l'hymne national. Vous connaissez toutes et tous. Nous vous inviterons à vous mettre debout et à reprendre au moins au refrain. Nous chanterons deux couplets. Le deuxième couplet et puis le premier, ce sera la chorale qui l'interprétera tout seul, si vous voulez bien. Merci. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur enveuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, on y soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, courage des défenseurs, combat avec des défenseurs, sous nos drapeaux de la victoire, encouragez mal accents, que des ennemis expirants voient qu'on triompher notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur enveuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur enveuve nos sillons. Ainsi se termine cette évocation et je vais simplement me permettre de demander aux personnalités civiles et militaires, bien que ce ne soit pas purement une cérémonie officielle, mais je souhaiterais que vous puissiez aller saluer malgré tout tous les porte-drapeaux que je tiens à féliciter encore. Drapeau du Souvenir français, drapeau des associations patriotiques, parce qu'ils sont souvent mobilisés, et bien qu'étant aussi fort mobilisés dans cette période, et bien plusieurs d'entre eux sont venus. Donc, merci à eux, et donc, je vous invite, voilà, monsieur le maire et mon colonel, et donc les maires adjoints, et puis monsieur le représentant de la gendarmerie, monsieur William, voilà, à aller saluer le drapeau. Vous nous avez applaudi, oui, bien sûr. Merci. Je t'ai vu ce matin. Donc, je salue Madame la déléguée adjointe, donc le secrétaire départemental qui est venu nous rejoindre. Merci. Et donc, voilà, si cette évocation a provoqué en vous quelques émotions, croyez bien qu'elle en a provoqué pour nous aussi. Et que nous n'avons qu'un souhait, les meilleurs remerciements que vous puissiez nous faire, eh bien, ce serait, si vous le souhaitez, de venir nous rejoindre dans les rangs du comité du Souvenir français, que ce soit le comité des Gueuliers ou que ce soit le comité donc, des autres cantons.
Vous savez, vous avez vu peut-être, et vous le verrez sur des photos, nous avons cette année restauré plusieurs tombes dans plusieurs cimetières. Voilà. Alors nous n'avons pas d'autres prétentions, d'autres ambitions, d'autres objectifs, justement, qu'en faisant tous ces travaux, eh bien que ce soit une manière pour nous de respecter tous ces gens qui ont donné leur vie pour nous. Voilà, je vous remercie. Donc, et merci encore aux élèves, à leurs professeurs. Je crois qu'on est normalement dans les temps. On avait donc voulu. Et si vous disposez d'un peu de temps encore, bien entendu, on va rallumer les lumières et vous pourrez regarder donc tous les tableaux donc, qui sont sur les côtés donc, de cette salle des fêtes. Merci au porte-drapeau. Je leur demande simplement pour les drapeaux au pied. Je ne vous fais pas incliner, nous ne sommes pas dans le monument aux morts. Voilà. Merci encore. Et donc, je vais passer la consigne. Ne partez pas, j'ai une consigne, je vous la donne. Donc, celle d'aller vous rafraîchir un petit peu, disons, au restaurant de la Belle Époque, on vous y rejoindra tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. Et donc, pour autant, j'ajoute évidemment, je l'ai dit au départ, mais je remercie également tous les présidents des associations, donc du monde combattant, qui se sont joints et qui, pour certains, étaient également à côté du drapeau de leur section. Merci beaucoup. Donc, bonne visite si vous voulez, bonne exposition. Voilà. Et puis encore, bonne fin de soirée. Merci.